il ou elle passe son temps sur mon profil Facebook. Il y a le fameux il m'appelle régulièrement, mais il me parle comme si de rien n'était. Il ou elle me drague. Il fait comme si on était encore ensemble. Il fait intrusion par les amis ou par la famille. Alors que d'une certaine manière, c'est terminé. Ouais. Ça donne des choses un peu étranges. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Maximilien Bachelard est là, bonjour Maximilien. Bonjour. Président de l'Institut du Comment, docteur en psychologie et psychothérapeute. Vos vidéos cartonnent sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et nous allons parler des ex ce matin. Mon ex apparemment n'a pas tourné la page. Quels sont les signes qui permettent de dire, finalement, Maximilien, que notre ex n'a pas tourné la page ? Le premier critère que j'entends qui est assez moderne, c'est il ou elle passe son temps sur mon profil Facebook ou les autres, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un truc qui revient assez souvent en consultation. Il y a le fameux il m'appelle régulièrement. Donc souvent, il ou elle m'appelle, mais il y a quelque chose d'un peu étrange pour la personne en face de moi en consultation qui me dit mais officiellement, ça s'est arrêté quoi entre nous. Officiellement, il n'y a plus rien. Mais il me parle comme si de rien n'était finalement. Comme si c'était un petit épisode, cette séparation, et que ça ne changeait rien. Il ou elle me drague. Donc il y a quelque chose d'assez incongru. Ça crée quand même un truc un peu étrange quand même. Il fait comme si on était encore ensemble. Donc avec les manifestations de jalousie, là tu vas où ce soir et moi qui dis à la personne peut-être que vous n'avez pas de compte à lui rendre ou à lui rendre à elle ou à lui quoi. Vous avez raison, mais il me demande, il me pose la question et puis limite il le prend mal et il fait même la tête ou elle fait la tête parce que je ne réponds pas. C'est-à-dire que d'un seul coup j'ai retrouvé une valeur possible et je suis de nouveau sur le marché et l'autre refuse. Et puis un autre élément aussi un peu plus insidieux, il ou elle fait intrusion par les amis ou par la famille. Donc ma mère m'a dit qu'elle a eu mon ex au téléphone, lui qui n'appelait jamais quoi. Donc tout doucement, à petits pas, c'est tout mignon, l'autre revient prendre sa place, alors que d'une certaine manière c'est terminé quoi. Ouais. Ça donne des choses un peu étranges. Donc ça renvoie quand même à la question de quel lien on va garder avec l'autre, quel lien l'autre veut garder avec nous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément faire la politique de la terre brûlée et tout couper d'une certaine manière parce qu'on peut avoir des amis en commun. Donc ça se pose souvent comme question. Est-ce que je supprime mes relations avec nos amis communs ? Moi, je pense que la réponse peut être un peu plus compliquée. La question, c'est notamment comment les amis participent à ce truc-là. Parce qu'on a parfois un ami ou une amie qui aimerait quand même, ça lui ferait plaisir qu'on se remette ensemble. Et donc, je pense qu'il faut être assez clairvoyant par rapport à ça, essayer d'être un peu honnête, et puis de se demander qu'est-ce qu'on va perdre et qu'est-ce qu'on va gagner, à faire un peu le ménage. Voilà. Il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui peuvent continuer à avoir des relations et à parler avec leur ex, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas, pour qui c'est pas imaginable. Oui, alors on va en parler un peu aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on parle exactement de la même chose. Il y a ceux qui arrivent, ceux qui n'y arrivent pas, et puis il y a ceux qui ne pourront pas non plus. J'ajoute cette nuance. Je suis déjà en train de spoiler l'émission un peu à l'avance, mais quand on a des enfants en commun, on va pas pouvoir, d'une certaine manière, en couper complètement les ponts. Mais il y en a pour qui ça va être très difficile. On va un petit peu en parler par la suite. Mécaniquement, on peut faire en sorte de s'éloigner d'un ex ou de faire en sorte qu'il s'éloigne ou qu'elle s'éloigne. Mais par moment, et c'est intéressant dans mes consultations, il y a des gens qui me disent « Oui, mais je suis encore hanté, il y a encore un fantôme, j'ai beau être tout seul ou toute seule, l'autre est encore plus présent. » Alors, en quoi c'est un souci que l'autre soit obsédé par son ex ? Ça, c'est une question que je me pose souvent, parce que parfois on me dit l'autre arrête pas d'appeler, mon ex arrête pas de m'appeler ou elle veut me voir, et souvent la question qui me revient toujours, c'est de dire mais en quoi c'est un problème pour vous ? Et donc forcément se pose l'hypothèse dans ma tête que c'est peut-être un problème pour la personne en face qui n'a pas tout réglé. Parfois, si on a du mal à dépasser cette question d'obsession, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas bien tourné la page. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est encore amoureux, parce qu'on peut se dire « Ah, mais moi, je ne suis pas amoureux, mais je n'arrive pas à tourner la page. » Mais on peut très bien imaginer qu'on a du mal à tourner la page parce qu'on est encore en colère ou qu'on a encore une incompréhension qui est liée à cette séparation qui continue à tourner en boucle. On peut être aussi galvanisé par l'attention qu'on obtient de l'autre. On peut se dire aussi, et c'est assez humain, je suis bien content ou je suis bien contente parce que l'autre regrette
peut-être quelque chose. Ça peut nous faire plaisir de nous dire qu'on n'était pas si nul, qu'on n'était pas si fou, qu'on valait pas rien du tout, contrairement à ce qu'on en comprenait. Ça donnerait peut-être d'une certaine façon une leçon à l'autre et se dire que finalement il a rien changé jusqu'au dernier jour et que là, peut-être qu'en action, il est en train de nous montrer qu'il le regrette. Une question qui va se poser pour moi par la suite, même si je sors un peu de l'émission, c'est est-ce qu'on va se remettre avec quelqu'un du même acabit par la suite? Et ça me fait penser... Alors quand on dit du même acabit, c'est-à-dire... Alors ça me fait penser à une dame qui la semaine dernière me disait, elle a fait un exercice que j'aurais pu lui proposer, mais elle l'a fait sans que je lui propose. Elle m'a dit, je me suis imaginé tous mes ex dans une même pièce. Donc là, d'un seul coup, elle a reculé dans le siège, elle s'est sentie mal à l'aise, elle m'a dit, oh là là, quelle horreur. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, c'est tous des cassos. Et elle m'a décrit des points communs, et donc forcément se pose la question de son côté, qu'est-ce qu'elle était allée chercher dans cette histoire? Donc ce qui voulait dire que les ex de cette dame se ressemblaient tous, c'est ça? Oui, exactement. Et je pense qu'il y a et physiquement aussi ou Pas forcément, mais en tout cas, il y avait quelque chose dans leur profil psychologique, on va dire. Et je me dis que si on retrouve toujours le même profil psychologique dans son lit ou dans sa vie, et qu'à chaque fois on n'est pas content, la question à se poser, elle est précisément à cet endroit-là. Mais qu'est-ce que ça pose comme question? Ça pose la question, si vous suivez les émissions, Philippe, ça pose des questions que j'ai ouvertes il y a quelques semaines, c'est où est-ce qu'on pêche en fait? Qu'est-ce que je viens chercher? Et ça me fait penser à une consultation dont je suis sorti tout à l'heure, où j'ai dit un peu de provocation à une dame, j'ai l'impression que vous êtes une thérapeute qui ne peut pas s'empêcher de coucher avec ses patients. Donc ça l'a choquée et elle a rigolé, elle m'a dit quelle horreur, ça me fout mal à l'aise. Et en fait elle me disait que, on se rendait compte elle et moi qu'elle était plus là pour aider des hommes en difficulté dans son parcours de vie. Et je lui ai dit mais je suis pas sûr qu'il y ait de l'amour. Vous couchiez ensemble, il y avait du plaisir partagé, vous vous entendiez bien, il y avait de la gentillesse, mais je sais pas si vous formiez vraiment un couple à proprement parler. Et puis en plus à la fin, je crois que ça se finissait toujours mal. Donc il y a ces questions à poser. Est-ce que finalement j'ai vraiment fait un couple? Et puis qu'est-ce que malgré moi je retrouve à chaque fois, quoi. Est-ce qu'on est conscient des points communs qu'il y a avec ses ex, ou c'est quelque chose qui vient après? Il faut faire cet effort, je crois, et puis souvent... C'est-à-dire l'effort de quoi? C'est-à-dire faire l'effort d'aligner, vous fermez, donc là en direct, vous faites cet exercice, vous fermez les yeux, et vous alignez vos ex. Donc moi je suis en train de le faire dans ma tête, et évidemment physiquement, en tout cas pour ma part, je ne retrouve pas des points communs, mais je pourrais, si je cherche un peu, retrouver quelque chose qui va dire quelque chose de moi, de son profil. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Vous cherchez toujours des gens très dépendants, et puis vous avez cherché quelqu'un d'indépendant. Vous vous rendez compte que vous avez finalement la même insatisfaction. C'est peut-être pas ça le critère. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut faire cet effort de se dire, mais qui est-ce qu'ils ont en commun? Alors pas forcément la coupe de cheveux, pas forcément le même prénom, pas forcément le même physique, mais dans les critères psychologiques. Alors vous avez par exemple beaucoup d'hommes qui sont des garçons, je reviens très souvent sur cette question-là. Ils ont tous eu besoin d'une mère. Et donc forcément la question c'est mais qu'est-ce que vous foutez à vous sentir en relation et en couple d'emblée? Peut-être que c'est lié au fait que vous vous sentez une place de maman pour des garçons. Et donc il va falloir travailler un peu cette problématique pour pas vous retrouver avec encore un mec qui va encore s'aligner avec les autres et qui a encore besoin d'une maman. Voilà, ça c'est un exemple assez typique, je le reprends souvent parce qu'on le retrouve assez souvent. Mais ce sont des exercices que vous faites faire en consultation. Oui, et puis je demande aux gens de faire ça entre les séances aussi parce qu'il y a des résistances à ce moment-là, on me dit je trouve pas. Prenez votre temps, on se retrouve dans 2 semaines, vous prendrez le temps, ça va vous venir. Et puis le cerveau fait son travail de toute façon, de toute manière. On est en train de faire la cuisine, on fait la vaisselle et puis d'un seul coup on se dit mais c'est vrai finalement... ils avaient tous une relation extrêmement privilégiée avec ma mère. Ou alors, c'est vrai qu'à chaque fois, je prenais des gens qui plaisaient jamais à mon entourage. Et puis, on tire le fil, et on commence à voir se profiler un portrait robot comme au commissariat où on se dit, mais en fait, ils se ressemblent sur un point bien précis qu'on n'avait pas vu, qui était sous nos yeux, en fait. Ça nous permet de comprendre notre contribution dans ces rencontres qui sont soi-disant hasardeuses. Le hasard régit nos vies, mais... comme par hasard, on va s'agripper, on ne sait pas pourquoi, toujours peut-être au même profil. Et donc, la dame dont je vous parlais, dont j'ai eu la consultation tout à l'heure, elle sait très bien, et elle m'a dit, oui, je vois très bien de quoi vous parlez. Elle m'a dit, j'en suis précisément là. Je lui ai dit, quand vous arrêterez d'être une mère, vous allez croiser des mecs super,
avec un bon boulot, un bon entourage, des gens épanouis, et vous allez fondamentalement tout de suite vous dire, par réflexe, mais qu'est-ce que je peux bien lui apporter ? Elle m'a dit, je suis exactement là. Et je lui dis, peut-être que vous ne pourrez pas l'aider en faisant la vaisselle, peut-être que votre salaire ne sera pas aussi important que le sien, peut-être qu'il ne partira pas en vacances grâce à vous, peut-être qu'il n'aura pas plus d'amis, peut-être qu'il ne s'entendra pas mieux avec sa mère, mais peut-être que vous lui suffirez. Et là, forcément, j'ai un blanc de la personne qui se dit, moi, je peux suffire à quelqu'un, moi, on peut m'aimer pour ce que je suis et pas simplement pour ce que je peux apporter concrètement. Et là, ça commence à bugger et ça devient intéressant parce que la personne est en train de retraiter ce qu'elle pense d'elle indirectement, en fait. Et elle se rend compte de sa limitation. Elle se rend compte que, malheureusement, elle demandait implicitement aux hommes, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et il y a toujours un mec pour lever la main et dire, tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça. C'est le syndrome de la mère nourricière. On fera une émission un jour là-dessus, j'espère. C'est-à-dire que les femmes ont une pente plus naturelle à aller vers le sacrifice et à se demander à quoi elles peuvent servir. Et l'homme un peu moins, en fait. Donc il faut pouvoir aussi prendre en compte cette donnée culturelle chez la femme, en France, en Europe, peut-être dans le monde, je ne sais pas, mais à vouloir materner. Et évidemment, si on est trop câblé là-dessus, on risque de tomber sur quelqu'un en face qu'on a besoin. Oui. Voilà. Et au final, se dire, avec tout ce que j'ai fait pour lui, exactement. Mais après, avec tout ce que j'ai donné pour lui... Bah oui, mais donc là, il y a un problème, en fait. Alors, comment s'en sortir, Maximilien ? Alors, il y a 2 solutions pour moi. Donc, pour le besoin de l'émission, j'essaie d'être le plus clair possible, de ne pas trop faire mon psy intello. Donc, je vais vous donner 2 voies à prendre. La première, pour pouvoir s'en sortir, déjà, c'est de fermer les portes. Mécaniquement. Arrêtez vous-même de vérifier son profil, dire aux amis qu'on aimerait parler d'autre chose. Vous savez, le fameux pote ou la fameuse copine qui dit « Alors, t'en es où avec un tel ? Bah écoute, c'est pas évident, il m'a parlé de toi. » Donc c'est de fermer les portes et de dire aux gens, comme quand on arrête de fumer ou de boire, je vous préviens, je vous demande pas de changer toutes vos habitudes, mais me tendez pas une clope toutes les 5 minutes. Et bien là, c'est pareil, ne me tendez pas mon ex sous le pif toutes les 5 minutes. Et donc, il faut pouvoir se dire que nos amis seront peut-être au courant de sa vie, mais on doit mécaniquement fermer la porte. Vous voyez ? Donc, c'est ne plus subir le contexte et l'environnement, c'est de le façonner, de le créer, pour qu'on laisse un blanc et qu'on se mette à parler des vacances, de la famille, du boulot, et qu'on arrête de laisser s'infiltrer ça. C'est aussi dire à maman d'arrêter de pleurer. En parlant de l'ex. Oh là 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 là, ma chérie, il était tellement bien pour toi. Et de lui dire, écoute maman, tu quittes papa, tu te mets avec mon ex, ou alors t'arrêtes de m'en parler, ou t'en parles à toutes les voisines, mais t'arrêtes de me prendre la tête avec ça, parce que moi, il faut que j'avance, et moi, je sais que je ne me remettrai pas avec. Donc, c'est de fermer les vannes, d'une certaine manière, c'est rendre le contexte un peu plus favorable pour qu'il se passe autre chose. Donc, comment s'en sortir ? C'est ce qu'on était en train de voir tout à l'heure. On était sur les 2 solutions. La première, c'est de fermer les portes, comme je le disais, et je rajouterais cette phrase, c'est que l'histoire tourne parce qu'on l'a fait tourner. Et donc, si les gens vous rappellent à chaque fois l'histoire aux fantômes et vous demandent où ils sont, d'une certaine manière, ils sont inducteurs d'une source de stress. Et je pense qu'il faut leur dire, comme je disais, moi j'ai arrêté de fumer, donc si vous pouvez arrêter de m'en mettre plein le visage, ce serait pas mal. Donc j'essaie de vivre autre chose. Et puis peut-être pour préparer la place à ce que quelqu'un d'autre arrive. Parce que c'est le fameux type qui arrive, et puis la mère dit « Ah, il est plus petit, ah, il est plus grand, merci ». Mais il est parti, l'autre, c'est terminé. Voilà. Le deuxième point, une fois qu'on a fermé les portes, si on a du mal et si on constate que ça perdure, c'est de se demander qu'est-ce qu'a représenté l'ex, ce qui l'a permis que je puisse réussir dans ma vie. Donc, en fait, on ne regrette pas souvent son ex. Alors, quand je dis ça aux gens qui viennent de sortir de leur relation, ils ont du mal à me comprendre. Même moi, j'ai du mal à vous suivre, Maximilien. Ils sont pris de tristesse, ils sont mal à l'aise. Mais on ne regrette pas souvent l'ex, mais l'image qu'on avait de nous, d'être en couple avec son ex. L'ex, il est souvent associé à une problématique qui nous retombe dessus, et vous allez mieux comprendre. Souvent, on pensait avancer grâce à lui. Ou alors, on n'aime pas se sentir seul. Donc, en repensant à l'autre, sans le savoir, on tourne autour du vrai problème, qui est ce que l'autre nous permettait de traverser, et qu'on ne peut plus traverser maintenant qu'il est parti. Et je rajouterais même un petit truc, ou qu'on pense ne plus pouvoir traverser. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'ex... c'est un alibi qui nous a permis de nous réaliser, et on oublie assez souvent que finalement la réalisation elle vient grâce à nous, alors qu'on a attribué tout le pouvoir à quelqu'un d'autre d'extérieur.
C'est-à-dire, on regrette le couple qu'on faisait et finalement ce que ce couple nous permettait de réaliser, c'est ça ? Oui, alors c'est par exemple madame qui dit moi je regrette mon ex, mais en fait son ex lui permettait d'avoir une vie sociale, l'encourageait en lui disant qu'elle réussissait, et donc elle ne regrette pas la personne. Et d'ailleurs souvent quand je déblaye, elles me disent oui non mais je pouvais plus le supporter, et vous avez raison, c'est ce qu'il me permettait dans ma vie. C'est grâce à lui je me suis réalisé dans mon travail, ou grâce à elle je me suis autorisé à dire à ma mère ce que je pensais, ou j'ai pu sortir d'une relation difficile à mon boulot et je me suis autorisé à monter ma boîte. Donc l'autre devient d'une certaine manière, est à l'image de ce qui nous a permis dans la vie. Parce que le couple, d'une certaine manière, il a une vertu thérapeutique aussi. On ne s'assemble pas par hasard, comme je le dis souvent, et donc c'est pas tant la personnalité. J'ai même envie de dire, la personnalité, souvent, elle nous a bien bouffé l'esprit, on est content de la quitter, mais il nous manque quelque chose, cette personne ou ce processus qui nous permettait d'avancer et de nous réaliser dans notre propre vie. Donc il faut souvent rentrer dans cette histoire une bonne fois pour toutes là et se dire mais finalement est-ce que le soir c'est sa présence qui me manque ou c'est la présence de quelqu'un ? Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un commande ce que je fais ? Et ce qui me permettait, quelle était sa fonction dans notre couple ? Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un à chaque fois pour me faire avancer dans mes étapes, et puis c'est vrai que c'est pas lui précisément, personnellement, singulièrement qui me manque, mais c'est quelqu'un qui, comme on dit en ce moment, qui met des paillettes dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'on avait une vie sympa ? Qu'est-ce qu'on avait une vie sympa ? Oui, et puis souvent... En fait, oui, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut ouais. dire, voilà, on avait une vie sympa. Oui, parce qu'on partait en vacances en Thaïlande et c'était génial, et que finalement, depuis qu'il est plus là, je pars plus en Thaïlande. Voilà. Par exemple. Ouais. Donc c'est qu'est-ce que l'autre m'a permis. Donc je réduis pas l'ex à simplement une fonction, mais il faut quand même pas oublier, et ça c'est drôle, pourquoi on se sépare. Parce que parfois on sait plus pourquoi on s'est séparés. Et moi je suis là pour dire aux gens, mais il a été infidèle, il vous a insulté, il a pas été correct à tel endroit, avec votre famille ça n'allait pas. Ah oui c'est vrai, vous avez raison. Et donc il faut pouvoir séparer ce que ça nous a permis, ce que ça nous a pas permis. Tous les couples nous ont permis quelque chose. Même quand on hait l'autre, en fait, l'autre nous a permis quelque chose. Et il faut pouvoir s'en rappeler comme d'un trésor. Il faut pouvoir, et c'est joli, je m'attendais pas à vous dire ça, il faut pouvoir remercier l'ex du fond du cœur parce qu'il a réussi à faire fonctionner quelque chose chez nous. Il faut pas lui en vouloir parce qu'il a disparu. On pourrait dire, à cause de toi, je ne peux plus avancer. Mais on peut aussi se dire, grâce à toi, j'ai compris que je pouvais avancer. Puis maintenant, comme tu veux plus m'aider à avancer, quelqu'un d'autre me fera peut-être avancer, voire je pourrais avancer tout seul. Alors qu'est-ce qu'on peut regretter d'autre finalement de son ancien couple ? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait venir ? Vous avez un exemple, Philippe ? Je sais pas. Des vacances en Thaïlande, mais... Oui, mais d'une certaine manière, les vacances en Thaïlande, il y a 1 milliard de façons de les faire. Donc qu'est-ce qui nous manque ? Le sentiment de sécurité, le sentiment de ne pas être seul, le partage. J'ai envie de dire, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a certainement bien un autre qui pourrait faire un peu l'affaire quand même, non ? Parfois, il peut y avoir aussi l'idée qu'on se fait de la liberté. Oui, mais la liberté, souvent, elle fait peur. Tout le monde réclame la liberté. Et j'ai envie de dire, à peu près un tiers à la moitié des gens qui se séparent dans mes consultations, je vous fais ça à la louche, en fait, ont une trouille viscérale de la liberté. Parce que la liberté, c'est la responsabilité. Quand on est vraiment libre et qu'on le sent dans les mains, on se dit, mais en fait, je pourrais détruire ma vie, je pourrais partir de mon boulot, je pourrais déménager à l'autre bout de la France. En fait, j'ai tellement le choix que je ne sais plus quoi faire. Et là, d'un seul coup, on n'a plus une personne qu'on peut identifier comme une contrainte dans notre vie. On est encore un peu plus responsable et on est obligé de se dire, mais qu'est-ce que je bloque moi-même ? Voilà. Alors Maximilien, c'est pas forcément la même chose si on est 2 ou plus. Exactement, donc le premier cas de figure, on était 2. J'ai envie de dire, couper les ponts avec quelqu'un, c'est plus ou moins facile, mais on peut froidement analyser ce qu'il y aura à couper. Évidemment, il y a les souvenirs en nous qui viennent faire exister l'ex. Il y a les éléments matériels de l'histoire qui sont sous nos yeux. Donc, je ne vais pas statuer aujourd'hui, mais évidemment, si je vais prendre l'exemple de monsieur qui se fait larguer, comme souvent, l'homme ne s'intéresse pas à la déco de la baraque, sa femme pendant 10 ans a tout fait. Bon, les rideaux, c'est les rideaux de sa femme, les tableaux, c'est les tableaux de sa femme. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments-là ? Moi, j'aurais tendance à dire, foutez-moi ça à la poubelle et marquez votre personnalité une bonne fois pour toutes. Bon, mais ça, c'est des éléments importants, les éléments matériels. Et puis, il y a les amis, l'entourage professionnel, l'entourage familial. Donc ça, c'est les 3 points qui peuvent nous harnacher un petit peu à l'autre. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, on est 3. Au moins.
Voilà, donc on est 3, c'est pas un appel à l'échangisme ou au libertinage, la troisième personne c'est l'enfant en fait. Donc on sait bien par définition que quand on a un enfant avec quelqu'un, on est lié jusqu'à la mort. On sera a priori un couple parental jusqu'à notre décès. Mais on peut ne plus être un couple conjugal. Les enfants vont venir après une séparation partir de notre intimité, de notre foyer pour aller dans l'intimité, le foyer de l'autre que par définition on ne connaît plus. Donc, j'ai envie de dire, ils viennent... il y a des allers-retours, quoi. Parfois en tant qu'espions, on le sait, parfois mal à l'aise, parfois pris dans des conflits de loyauté, faire des allers-retours entre papa et maman. Donc ça, c'est une question importante. Les enfants, pour moi, par définition, sont un problème sur Terre, par excellence. C'est-à-dire, ils pointent du doigt dans les familles et dans les couples où ils actent ce qui ne va pas. Ils interrogent, ils montrent des paradoxes. Parfois même... ce sera une autre émission à faire, il commence à incarner des symptômes, des problématiques qui ne sont pas complètement étrangères à la famille et que la famille a voulu mettre de côté. Donc, il propose de s'arrêter sur des problématiques familiales. Donc, ils sont donc, pas qu'un problème, mais en même temps une solution, une voie d'ouverture, une possibilité de se remettre à jour. Donc, si l'enfant demande régulièrement à sa mère « mais pourquoi t'as quitté papa ?» En fait, ils sont en train d'incarner la position de papa et un problème qui se pose à maman et donc un problème qui se pose au couple conjugal et donc parental. Donc les enfants, finalement, j'ai envie de dire, sont un indicateur. Pas la peine de les envoyer chez le psy d'une certaine manière. Dans une difficulté pareille, la question, elle s'adresse peut-être d'abord aux parents. Ce que je veux dire également, c'est que les adultes, faut pas les oublier, sont des grands enfants. Donc, ils n'ont pas forcément bien pu tout ranger dans leur vie et prendre des décisions bien claires. Et je crois qu'il y a quelque chose à voir à cet endroit-là. Si j'ai encore un peu de temps, j'aimerais vous parler un peu des signes que l'ex n'a pas tourné la page, mais des signes que l'on va retrouver à travers l'enfant. L'ultime souci quand ça se passe mal et qu'on ne peut pas couper les liens, c'est les enfants. Pourquoi ? Pour la première raison que beaucoup vont vous retrouver dans leur vie, un des parents séduit l'enfant en donnant ce que ces ingrats d'enfants désirent tous, c'est-à-dire des éléments matériels ou de l'attention. Même si parfois on les achète, c'est ça ? On les achète. Ouais. Donc on va chez maman et avec maman on mange des glaces, on va chez McDonald's et chez papa on mange que des légumes. Bon, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est souvent l'inverse. C'est souvent la plupart du temps c'est l'inverse. Je voudrais pas être excès de sexisme, ouais. Donc je laisse le public être sexiste à ma place. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on affiche ostensiblement ou implicitement une relation privilégiée avec l'enfant pour ennuyer l'autre parent. Dans notre jargon, on appelle ça un imbroglio. Dans l'espoir, en fait, d'être le préféré. Donc, on crée une compétition à travers le fait de bien se comporter auprès de l'enfant, qui vient chercher. Donc, l'adulte vient chercher sa valeur à travers la reconnaissance de l'enfant. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. L'idée, c'est de nuire à l'autre parent. Le préféré, celui que l'enfant préfère, exactement. Aime le plus. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on met l'enfant dans une place où il n'est pas censé être, d'une certaine manière. On vient le laisser arbitrer, on vient le laisser choisir qui serait le meilleur. Et donc, on vient l'acheter d'une certaine manière pour nuire à l'autre, et c'est ce qu'on appelle l'instigation. Dans ce genre d'histoire, il y a un truc, c'est toujours la même chose, c'est que l'autre parent est embarrassé. Souvent, c'est très rare, c'est dans les films qu'on voit ça, mais c'est très rare que les deux parents fassent ça. Il y en a un qui cède, et puis l'autre, finalement, qui veut protéger l'enfant et ne peut pas tout lui dire, en fait. L'autre parent est embarrassé et vient me voir en disant mon mari ou ma femme raconte des trucs mais c'est pas la réalité. On ne peut pas dire que maman a trompé papa. On peut pas dire à son enfant papa est un fou furieux, bon enfermé, tu sais que papa est alcoolique. On peut pas le dire, mais j'en connais qui le font. Il y en a qui le font, ouais. Mais souvent on a envie de protéger l'enfant. On se dit, il a 5 ans, 8 ans, 10 ans, on va pas tout lui expliquer. On peut pas dire que maman est une voleuse, qu'elle a fait du chantage et qu'elle a fait partir papa. On peut pas dire, tu sais, mon fils, papa, en fait, il couche avec la boulangère. Et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Et donc là, ça commence à devenir compliqué parce que l'autre parent, en étant aussi très gentil à vouloir offrir des cadeaux, souvent feint l'incompréhension. Et si vous comprenez bien, en feignant l'incompréhension, ça laisse un enfant qui ne comprend pas pourquoi l'autre parent a abandonné celui qui offre des cadeaux. Donc on est dans un truc un peu compliqué, c'est-à-dire que ça permet, à travers cette manipulation, ce chantage, de servir oralement ou implicitement
un point de vue qu'on essaye de faire triompher, un mythe de la séparation qu'on essaie de rentrer dans le crâne de l'enfant. L'enfant se demande souvent qui a quitté l'autre, en fait. Basiquement, l'enfant se demande qui a été bourreau, qui a été victime. Il a besoin de savoir, il aime ses deux parents, il les trouve assez sains, parce que c'est ce qu'il connaît depuis le début, et donc il veut comprendre comment on en est arrivé là. Donc il essaye de chercher un petit peu la vérité. Sachant que celui qui a quitté, c'est le méchant, donc. Ça peut arriver comme ça. Ça peut arriver comme ça, c'est assez souvent comme ça. Mais j'ai envie de dire, si l'autre ne joue pas un sale jeu et explique un peu la réalité, ça va. S'il ne dit rien, je me rappelle d'une personne qui m'avait raconté ça, c'est un grand classique habituel, le couple explose pour des raisons évidentes, et le père continue des années après à dire au fils « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a abandonné ». Et donc l'enfant, il a une petite larme, puis il regarde sa mère et il se dit « Mais elle est vicieuse, quoi ». Plus tard, il dira « Les femmes sont des perverses narcissiques ». Mais sauf qu'elle va pas dire « Mais tu sais, mon fils, ton père, il m'a tapé dessus et puis il est alcoolique ». Donc elle veut protéger son enfant, donc elle est prise dans un secret, elle est bien embarrassée, et puis forcément, elle vient me voir, elle me dit « Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là, en fait ?» Puisque l'autre continue à faire l'idiot. On est en train de voir avec vous, finalement, pourquoi cette page, elle ne se tourne pas. Alors, justement, très bien formulé, pourquoi la page ne se tourne pas. On n'est plus sur pourquoi je la tourne pas ou pourquoi l'autre la tourne pas. Et pour moi, il faut regarder du côté de la séparation. Je vais vous parler, alors évidemment, je parle des hommes et des femmes, on partira sur des émissions plus sur les hommes à l'avenir, je pense que ce serait intéressant, mais je vais vous parler de ce que je perçois très régulièrement et qui est aussi très culturel, c'est qu'il y a un schéma assez habituel. L'homme, c'est bien dit, l'homme souvent boude pour décourager la séparation, il laisse traîner, il se laisse porter, et donc s'il est un garçon. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Soit ils veulent que les femmes restent les thérapeutes avec qui coucher, relation que souvent la femme garde par culpabilité, et donc ça signe que, d'une certaine manière, ces hommes-là sont des garçons ou des enfants abandonnés. Parfois, les hommes veulent simplement garder leur ex sous la main, et donc on observe leur incompréhension apparente. Et donc ça, il faut que je vous en parle, c'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, encore la semaine dernière, ça fait 2 ans que ça va pas avec mon mari, ça fait 2 ans que j'essaie de lui faire entendre, j'ai voulu aller en thérapie, il n'a pas voulu y aller, on n'arrête pas de s'engueuler. C'est une évidence pour la terre entière. Et donc, à un moment donné, je prends mes bagages. Mon enfant est prêt, je suis prête, tout a été dit, j'ai rien de plus à dire, etc. Et là, commence la stratégie de l'homme. Mais pourquoi tu pars, chérie ? Et cette phrase, elle va tourner en boucle, comme un harcèlement perpétuel. Mais pourquoi tu pars ? La femme est obligée de devenir complètement folle hystérique, voire bipolaire, selon ce que les gens ont envie de se dire. On ne sait pas pourquoi elle s'énerve. Et en fait, pourquoi elle s'énerve ? Parce que la réponse, elle est évidente. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ce qui est en train de s'installer, c'est une forme de chantage dont je vais révéler le secret. Plus l'homme feint l'incompréhension, plus ça permet à la femme ou à l'ex de rester, d'une certaine manière. Si la femme attend que le mari comprenne, et c'est souvent pour ça qu'elle vient me voir, elle désire que le duo fasse couple. Ça veut dire se comprenne. Même dans la séparation. C'est ce qu'on va appeler du wishful thinking pour les Américains. C'est j'aimerais que ça wishful thinking. J'aimerais que ça se passe comme ça en fait, une espèce de vœu pieux. J'aimerais que ça se passe merveilleusement bien. La plupart des femmes me disent mais j'aimerais qu'ils comprennent. Et moi je leur dis mais par définition votre mari n'est pas fou. Il continue à feindre l'incompréhension parce que vous, madame, restez par culpabilité. Et pendant que vous essayez de vous réexpliquer comme vous l'avez fait pendant 2 ans, il vous garde sous la main avec l'idée qu'à un moment donné, vous allez craquer et rester, ce qui ne réglera pas le problème. Donc voici le tour de main que j'essaie de révéler, qu'il faut comprendre, et donc se pose forcément la question à ce moment-là, de se dire, est-ce que je continue à alimenter la discussion pendant des plombes, tout en sachant que l'autre n'a pas intérêt à faire celui qui comprend, il n'a pas à comprendre, parce que ça le remettra en question. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'il y a une question il y a une réponse à cette question ? Oui, elle a été donnée pendant 2 ans, en fait. Chérie, pourquoi est-ce que tu pars ? Est-ce qu'il n'y a qu'une réponse à cette question ? Il y a plusieurs réponses à cette question, et puis j'ai envie de dire, ça a déjà été abordé 150 fois. Donc vous voyez que d'une certaine manière, il y a un temps pour les discussions, et puis il y a un temps pour les actes. Et que la volonté de l'homme à ce moment-là, qui pour moi a l'attitude, comme je dis souvent, du lion qui a chopé sa proie, c'est qu'après il reste assis, et puis il bouge plus. Et il attend.
Tandis que un couple, par définition, ça peut bouger, et que évidemment on communique des insatisfactions, on aimerait faire de nouvelles choses, et que si l'autre passe son temps à dire non, eh bien oui, comme un adulte envers un enfant, à un moment donné, il peut y avoir une conséquence. Tu m'as trompé 3 fois, je te pardonne. Au bout de la 8e, j'en ai marre. Pourquoi tu me quittes ? Parce qu'en fait, tu te fous de moi. Et souvent, je dis à ces personnes-là, c'est pas la peine de discuter, parce que ça ne s'arrête pas. Donc ça me fait penser à une phrase que m'avait sorti un ami à propos de ses relations. Je crois qu'il aurait pu être psy. Il m'avait dit « Notre relation s'arrête à la porte de ta névrose ». J'étais presque jaloux. Je me suis dit « Elle est belle cette phrase ». C'est-à-dire que pour lui, à un moment donné, si les gens tournent en boucle, il faut fermer cette porte. Gigi, exactement. Alors j'ai cherché et elle n'est pas déposée. Elle n'est pas déposée. Non. Dépêchez-vous vite pour la déposer. Il faut la déposer, celle-là, elle est bien. Donc la femme de son côté part mentalement avant la séparation. Le timing, il est différent. Donc je vais citer un célèbre philosophe américain, noir américain et humoriste qui s'appelle Chris Rock, pour ceux qui connaissent. Et dans son dernier spectacle, il dit que les femmes, elles ont la capacité de pouvoir télétransporter leur esprit sans que leur corps ne se déplace comme dans Star Trek. Et il dit c'est un truc de dingue. Il dit on peut penser qu'elles sont là, qu'elles sont connectées à l'environnement, aux partenaires, mais en fait elles sont déjà parties. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que selon moi, 80% des hommes ont au moins 3 ans de retard et se déclenchent comme des airbags au moment de l'impact, c'est-à-dire quand madame se tire pour de bon. Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'on part mentalement avant de partir physiquement ? Et les femmes font ça. Les femmes font beaucoup plus facilement ça. C'est pour ça que j'ai tant d'hommes en consultation qui me disent toujours, quasiment toujours, mais je sais pas pourquoi elle s'est barrée. Et à chaque fois, ça me fait sourire intérieurement, parce que je me dis, si on avait regardé un peu les vidéos du couple les derniers mois, en fait, ça a été dit, redit, re-redit et re-redit. C'est-à-dire que l'homme est un peu comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit, d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'il ne croyait pas qu'elle allait partir. C'est-à-dire que vous connaissez le truc de l'homme, c'est qu'il entend blablabla et puis il prend plus de disposition. Et donc après il se dit mais elle s'est barrée quoi. Elle s'est barrée sans rien dire. Moi je crois que 99% du temps elle a déjà tout dit en fait. Et c'est là où en fait les hommes et les femmes sont câblés d'une autre manière. On en parlera dans une autre émission, j'espère. J'aimerais bien faire une émission consacrée aux hommes. On parlera du dédale infernal, mais néanmoins séduisant qu'est la femme, parce que je pars du principe que les hommes et les femmes, et ça on peut se le dire, sont certainement construits avec un câblage différent. Ce qui ne veut pas dire que les hommes sont un stéréotype comme ça et les femmes comme ça, mais on n'est pas exactement foutu pareil. Un deuxième philosophe qui s'appelle Manu Payet, qu'on appelle aussi Manu Payette à La Réunion d'où il est originaire, il dit dans un de ses derniers sketchs, les hommes, et j'invite les gens à regarder le sketch, les hommes sont dans l'instant. Ils sont dans l'instant en fait. Tandis que la femme est dans le passé, dans le futur. Je ne vais pas vous révéler tout ce que je raconterai dans la prochaine émission, mais l'homme a un rôle à jouer à cet endroit-là. Vous êtes super Virgin Radio en fait, Maximilien. Je suis très Virgin Radio. Ouais. Quand vous dites que les hommes ont 3 ans de retard, qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? C'est-à-dire que ça fait des années de pratique, que ce soit les hommes qui me disent « mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris à ma femme » et ces femmes qui me disent « j'en peux plus, ça fait 2-3 ans, on est allé voir un thérapeute de couple, le deuxième il n'a pas voulu le voir ». Moi, je vais voir des psys, j'arrête pas de lui dire que j'en ai marre de ci et de ça, je m'en vais. Je retrouve souvent ce schéma répétitif, très, 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 très régulièrement. Ça devient tellement une habitude que ça m'en fait presque rire, parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Elle est trop femme, lui, il est trop homme, quoi. Et je pense qu'on peut... Si les femmes arrivaient parfois à communiquer un peu autrement leurs insatisfactions et qu'elles prenaient des dispositions plus tôt, et que les hommes, au lieu de laisser tourner la musique, s'arrêtaient et prenaient des dispositions aussi, on aurait moins d'accidents de la route. J'ai envie de dire, madame arrête pas d'hurler, attention, 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 et puis le mari, il écoute la radio, et puis tant qu'il n'a pas vu le poteau, il change pas le volant de trajectoire. C'est ça qui se passe pour eux, très souvent. Est-ce qu'on peut faire couple même dans une séparation, Maximilien ? Ça arrive. Je pense que si on arrive en bonne intelligence à miser sur l'avenir, notamment pour ses enfants ou pour sa santé, on peut rendre les photos de l'ex sans forcément les brûler. On peut faire ce genre de choses. Mais c'est lié à la maturité de chacun. C'est la fameuse question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut rester ami avec ses ex ? Il n'y a pas de règle. Mais j'en ai pas vu beaucoup qui étaient... C'était la question que je vous disais au départ. Qui étaient vraiment épanouis.
Bah oui, c'est-à-dire que dans les films, on voit ça. Dans la vraie vie, on voit de temps en temps. Mais souvent, il faut du temps. Et j'ai envie de dire, tant que monsieur et madame sont pas recasés dans une relation, ils sont vraiment bien, il peut y avoir quand même le relent des incompréhensions, des insatisfactions, de la colère. Et puis il y a le fameux « j'aurais dû », donc ça me rend un petit peu désagréable. Mettez-le en commentaire de la vidéo si vous pensez qu'on peut rester amis et témoigner de ce que vous avez vécu. Hein. Est-ce qu'on peut rester amis avec ses ex ? Ça arrive, mais c'est vraiment pas facile. Et j'ai vraiment envie de dire, il n'y a aucun problème si on est quelqu'un d'abouti sur le plan affectif et que d'une certaine manière, on a pu avoir l'honnêteté de se dire, et avec l'autre, pourquoi on se sépare aussi, quoi. J'étais très inspiré par les États-Unis, Maximilien Bachelard. Qu'est-ce qu'une série comme Friends peut nous permettre de comprendre justement dans ce phénomène d'ex et de tournage de page ? Bah, moi, ce que j'aime bien dans Friends, après, c'est peut-être une lecture un peu rapide, c'est que finalement, tout le monde a couché avec tout le monde dans le groupe de potes. D'une certaine manière, je crois qu'il y a 10 saisons, et ils ont tous couché les uns avec les autres, et on voit que faire venir faire venir un homme ou une femme de l'extérieur du groupe est très compliqué. Donc, ils ont tous l'air en apparence très ouverts pour que l'autre se réalise, mais il y a quelque chose où on reste dans le même groupe. Ensemble. Donc moi, c'est ce qui me vient par rapport à Friends. Je sais pas si ça répond à votre question, mais puis je sais pas si tout le monde a vu Friends, parce qu'il y a beaucoup ça repasse, de toute façon, ça repasse sur tous les réseaux de toute façon. C'est peut-être un peu vieillot pour certains. Pour la nouvelle génération, un petit peu. Qu'est-ce qui permet de tourner la page finalement, Maximilien ? Et du concret, et puis d'essayer de comprendre un peu sa problématique, je crois. Et puis j'ai envie de dire, ce qui permet aussi ultimement de tout sceller, c'est vraiment, je pense personnellement, de s'occuper de ses fesses, de ses besoins. Parce que quand vous êtes pris dans un besoin qui vous concerne vous et que vous ne faites plus en fonction de l'autre, que vous essayez pas de trouver quelqu'un pour oublier l'autre, mais que vous le faites parce que vous êtes bien avec vous et que vous avez rencontré quelqu'un, tant que vous arrêtez de mettre de l'ex dans votre vie, tant que l'ex ne conditionne pas vos futures actions, je crois que vous êtes dans une démarche qui est vraie, qui est sincère, qui est vraiment personnelle. Et vous n'êtes plus en train d'essayer d'échapper à un fantôme qui vous poursuit dans les couloirs. Je pense que ça, c'est quelque chose à suivre. L'ex vient combler une problématique, finalement. Oui, et puis, il y a aussi un truc, il y a un petit détail qui est important, c'est que parfois, on a honte de l'ex, on a honte de ce que c'est devenu le couple. Et c'est un petit peu comme si on avait envie de se redonner une image en se disant il était quand même pas aussi fou, j'aimerais bien qu'il comprenne, parce que c'est comme si on nous regardait et que je me tapais la honte en montrant mon ex. Donc on aimerait régler un peu son passé, on se dit mais il est quand même pas aussi dingue, j'ai quand même pas été aussi fou, aussi folle. Et je crois qu'à un moment donné, la réponse c'est de se dire bon, j'étais ce que j'étais, je ne suis plus cette personne. Évidemment, si on me jugeait en regardant mon ex, je pourrais avoir honte, mais il faut pas que j'ai honte. Ça représente une partie de moi-même qui n'était pas à jour, une ancienne version de Windows, et que maintenant, je suis un Windows mis à jour, et que ça ressemble plus à ce que c'était. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Bien, vous pouvez, en plus du témoignage pour savoir si on peut rester ami avec son ex, nous dire si vous souhaitez que Maximilien aborde des thématiques. Merci Maximilien d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pouvez revoir cette émission en replay sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.